matin, toutes et tous, sans aucune exception, nous avons fait un choix quotidien, anodin en apparence, tellement qu'on l'oublierait presque. Et pourtant, il est immense dans ce qu'il dit de nous. Alors pour certains, il est très réfléchi. Pour d'autres, complètement secondaire. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Chaque matin, vous choisissez votre seconde peau, celle qui sera, selon le jour, votre armure, votre uniforme ou votre différence. Dans tous les cas, elle est celle qui vous fera paraître au monde. Chaque matin, nous nous habillons. Alors, c'est un choix souvent jugé futile, superficiel, comme si par les fringues, c'était nécessairement une perte de temps. Cependant, de nos premières heures de vie, où notre mère nous accueille dans un lange, jusqu'aux dernières où on nous recouvre d'un linceul, quoi qu'on en dise, les linges, les vêtements sont notre interface la plus intime, entre nous et le monde, entre nous et les autres, et cela, toute notre vie. Et puis les vêtements, ils parlent de nous avant même qu'on ait prononcé ne serait-ce qu'un seul mot. À travers eux, on peut vouloir sortir du rang. Ou à l'inverse, dire son appartenance à un groupe, une histoire, une culture. Ce peut être un choix plus doux aussi, comme se glisser dans un costume rassurant qui nous fondra dans le décor. Ou trouver refuge dans une tenue confortable qui nous fera oublier que peut-être notre corps nous met mal à l'aise ou nous rappelle à des blessures. On les cache. Selon notre humeur, nous pouvons aussi composer en fonction de notre besoin d'être ou de paraître du moment, comme se donner du courage, chercher l'assurance, dire son élégance ou même une forme de poésie. Vous, monsieur, ce matin, devant votre armoire, par exemple, ou Diaba, toi, face à ton armoire, quelle était ton intention, ton état d'esprit ? Parce que si notre corps nous est relativement imposé, la façon de l'habiller, elle, nous appartient, du moins en théorie. Alors, à ce stade, certains parmi vous, j'en suis sûre, se disent « Oui, mais bon, moi, les fringues, je m'en fous, je mets toujours la même chose. Jean, t-shirt, basket. Confort absolu, une habitude qui rassure et charge mentale réduite. » Je comprends. Certaines figures comme Steve Jobs, Barack Obama, Mark Zuckerberg ont revendiqué ce non-choix. Ne plus choisir pour consacrer son énergie à autre chose. Pourtant, si vous faites partie de cela, vous faites partie d'une très petite minorité. En effet, en 2024, l'éco-organisme Refashion nous apprend qu'au sein de la filière textile, chaque Français a acheté en moyenne en 2024 42 vêtements neufs. 42. C'est 45% de plus qu'il y a 5 ans et ça augmente de manière vertigineuse. Alors, je me demande, que peut-on bien dire de soi encore quand on change sa peau aussi souvent ? Au gré des lubies des réseaux sociaux, des Fashion Week ? Serions-nous devenus des mannequins anonymes au service d'une mode désincarnée et en roue libre ? Et comment un acte aussi personnel et au centre de nos vies a-t-il pu se transformer en acte d'achat collectif et compulsif ? Alors oui, nous sommes aux prises de dark patterns redoutables. Vous les voyez, ces notifications qui créent le sentiment d'urgence et d'exclusivité ? Attendez, plus que 2 heures avant la fin de cette vente. Et puis 9 clients sont en train de regarder ce même item en même temps que vous. Plus que 20 pièces en stock, la pression monte, on ne sait plus vraiment pourquoi, mais on clique. Et là, à l'autre bout de la planète, la machine se met en marche. En quelques jours seulement, de votre boîte mail
à votre boîte aux lettres arrive un vêtement. Quand un t-shirt coûte moins cher qu'un sandwich, plus aucun frein ou presque ne se dresse devant nous. Suivre les tendances devient une urgence, accessible. Mais cela dit quoi de moi, de vous, de nous, ce monde où le textile nous submerge? Ça me laisse perplexe. Je crois en la force des liens, la beauté du geste et la patience de l'amour. Quel rapport avec le sujet, me direz-vous? Eh bien, tout, au départ en tout cas. Je viens d'un milieu modeste, où s'habiller différemment était plus simple que de courir après des standards en vitrine dont je n'avais pas les moyens. Et puis, j'ai toujours été fascinée par les codes vestimentaires, ce qu'ils permettent, ce qu'ils provoquent, et leur vaste étendue des possibles. Alors j'ai créé, j'ai modifié, je me suis aventurée. Et j'ai créé, pas trop non plus. J'étais plutôt du genre petite fille sage, bâillonnant sans le savoir, une audace qui me rattrapera plus tard. J'ai toujours eu plusieurs vies en une, c'est vrai. C'était parfait. C'était parfait pour passer d'un code vestimentaire à l'autre, voire d'un cliché à l'autre, et m'en amuser. J'étais étudiante ingénieure. Et je travaillais en animation avec les enfants pour payer mon loyer. Futur col blanc pendant les cours, j'étais plutôt team baggy Sarouel le reste du temps. Et puis je me suis passionnée d'escalade. Des études à Grenoble, ça vous oblige un peu, mais je suis restée passionnée de philo et de littérature à traîner dans les bibliothèques. Alors, baudrier, polaire bouloché et jupe plissée. Aujourd'hui, je suis DRH et entrepreneur de l'économie circulaire. Vous diriez quoi? Tailleur et bleu de travail? Pourtant, quand on me dit « je ne t'avais pas reconnu comme ça », je suis toujours saisie de ce que les vêtements peuvent dire de nous. Pourtant, je ne suis pas plus mon chemisier en soie que mon bleu de travail. D'ailleurs, aujourd'hui, je mélange de plus en plus souvent les genres. Probablement ma façon à moi de dire un peu plus qui je suis pour de vrai. L'audace de la petite fille de tout à l'heure, elle a fait du chemin, jusqu'à faire un TEDx, devant vous, en short. Et vous? Comment vous y prenez-vous? Alors oui, nous sommes tous sous influence. En plus, la France, le pays de la haute couture. Alors je me sens riche en tant que Française de cet héritage vivant. J'aime ce qui est beau, élégant, bien taillé et qui bouge aussi. Mais plus encore, j'aime ce qui me raconte quelque chose du passé. En parlant de souvenirs, je devais avoir une 12aine d'années, c'était mon anniversaire. J'attendais mon cadeau, un livre, un bijou. Une de mes tantes s'approche vers moi et me tend un paquet étrange, au format dense et mou. Alors, je ne sais plus trop comment j'ai feint la surprise ce jour-là quand j'ai découvert que ce paquet contenait une serviette et un gant de toilette. Cela, même. J'irai chercher l'explication un peu plus tard auprès de ma mère ce jour-là. En réalité, ce cadeau, c'était le vestige d'une coutume pas si ancienne où l'on offrait à nos grands-mères, lors de leur mariage, tout le nécessaire en termes de linge de maison dont elles auraient besoin, ce qu'on appelait le trousseau. Draps, nappes, serviettes. Les draps étaient même souvent brodés aux initiales des époux. C'était le fruit d'un travail long, patient, des heures durant. On en trouve encore parfois de ces précieux linges, souvent pimpants encore pour leur grand âge. Un fil pour dire la famille et faire le pont entre les générations. Parce qu'on se les transmettait. Quand une âme s'éteignait, son linge restait dans l'armoire, prêt à accompagner les nuits des futurs enfants et petits-enfants à venir. Je crois en la force des liens, la beauté du geste et la patience de l'amour. De la beauté du geste et de la patience de l'amour, je ne vous ai encore rien dit. Saviez-vous qu'auparavant, c'était les hommes qui tricotaient, avant l'industrialisation du textile. Ils réalisaient leurs propres ouvrages et les vendaient,
Puis nos tricots ont pu être faits à la chaîne par des machines et les hommes sont passés des aiguilles aux manettes, partant vers ce business qui allait se construire à plus grande échelle. Tricoter, crocheter, broder est alors devenu un loisir, dévolu aux femmes. Alors, sans entrer dans d'autres considérations plus litigieuses, je trouve que l'on a oublié ce que cela représentait pour ces femmes d'accorder tout ce temps à ces travaux d'aiguille. Parce que c'est un loisir, mais il est minutieux, consciencieux, laborieux même parfois. Vous le voyez, ce cliché au coin du feu ? Tricoter un pull pour la rentrée du petit dernier. Broder le châle d'une future mariée. La couverture du dernier né. Ce sont des heures passées à entremêler les fils. Ma grand-mère m'offrait chaque hiver un pull fait de ses mains. J'attendais cette saison. Cette pièce avait à mes yeux une valeur inestimable. Elle avait été faite pour moi, en pensant à moi, en m'accordant tout ce temps, même si je n'y étais pas. Je les ai encore, je les porte parfois. C'est son temps, ses pensées et tout son amour qui m'enveloppent alors. Rien. Aucune machine ne m'habillera jamais de la sorte. Les vêtements sont devenus avec le temps pour moi un langage, et plus encore, ils sont ma façon de sensibiliser et de dire ce en quoi je crois. Je suis Fanny Vion, DRH et entrepreneur de l'économie circulaire. J'ai créé Tomo Upcycling, qui transforme des textiles en fin de vie pour leur en donner une seconde. Je vais pour ça chercher des textiles bien particuliers. Ce sont ceux qui habillent les scènes où vous venez applaudir, ou bien les stades où vous venez vibrer. Des bâches, des toiles, des voiles. Quand le rideau tombe ou que le dernier coup de sifflet est donné, alors elles deviennent subitement encombrantes, ces matières. Je les imagine sous un jour nouveau, je design des accessoires, des vêtements, et j'en confie la confection à des ateliers solidaires. Des hommes et des femmes fragilisés par la vie qui apprennent un métier, la couture. Nous donnons du sens, nous créons du lien. Avec eux, on réalise des merveilles. Comme cette veste, aux répétitions, on m'a dit « tourne, ils verront mieux ». Alors cette pièce, elle est faite dans une grande toile qui habillait une barrière face à la mer pendant les Jeux Olympiques en 2024, sur la marina. Et pour que leur histoire n'échappe à personne, on intègre des petites puces électroniques qui viennent, quand on approche son téléphone, raconter toute leur histoire en images et en mots. Et j'aimerais aller au-delà. J'aimerais donner encore plus d'élan à ces démarches d'économie circulaire. Être contagieuse, en somme. Et dire à chacun qu'il peut trouver sa propre façon de faire qu'à nouveau le vêtement nous habille et nous honore. Nous pourrions par exemple laisser passer cette mode jetable qui s'effrite sur nos épaules. Nous pourrions aussi garder nos vêtements préférés, quoi qu'en dise l'air du temps, parce que peut-être que de toute façon, les injonctions de style ne nous plaisent pas tant. Plutôt transmettre, donner, chiner. Arrêtons de vider nos placards systématiquement à chaque saison et achetons des pièces que nous aurons envie de garder. Et quand l'envie est trop forte, ou que le besoin est là, fonçons dans les friperies. La fripe, étymologiquement, c'est le chiffon. Elles n'ont jamais si mal porté leur nom. On ne sait plus faire les pépites d'hier, et en réalité, quand vous partez chiner, en fait, vous partez à la chasse au trésor. Et quant à moi, je crois en la force des liens, la beauté du geste et la patience de l'amour. Et de ça, la fast fashion ne saura jamais m'en parler. Si mon discours vous a donné l'envie d'un pull et que votre grand-mère ne sait pas tricoter, sachez que quelques mamies audacieuses elles aussi proposent des pépites à Marseille. Allez voir. Et puis pour les plus téméraires, un bon tuto, une pelote, une paire d'aiguilles, et ce seront des heures à scroller en moins, devenues comme par magie des mailles à offrir. Ou à s'offrir, je veux voir ça. Et demain matin, devant votre armoire, souvenez-vous. Les vêtements habillent les corps autant que les âmes. En réalité, vous ne choisissez pas seulement une tenue, vous choisissez ce que vous allez dire de vous. Et alors, dorénavant, il dira quoi, votre dressing ?